Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Est-ce qu'on pense qu'à Wall Street, quelque part, autour de la bourse ou ailleurs, se joue ce qui va finalement décider de votre sort? Je vous avoue que depuis un quart d'heure, je me demande pas ce que je fais là, mais je suis en train de guetter la sortie en me disant qu'est-ce que je fais, je me sauve, je me barre en courant. Qu'est-ce que je suis venu foutre là? Pourquoi? Parce que je comprends rien, quoi. Moi, on me parle de crise, mais de quelle crise? Pour qui la crise? Parce que pour moi, une crise, c'est en général, c'est quand ça va pas, quand il y a une catastrophe, quand ça se retourne contre ceux qui l'ont causé. J'ai beau regarder dans tous les sens, on parle de crise et puis moi j'en vois qu'une seule de catégories qui ont subi la crise, parce que ceux qui l'ont causé, c'est les banques, c'est les multinationales, c'est les marchands d'armes, et c'est aussi les médias, les politiques, les économistes qui n'ont rien dit depuis des années, qui nous cachent depuis des années, parce que ça paraît tellement évident. Aujourd'hui, tout le monde nous dit que c'est évident. Il y a cette dame quand même qu'on voyait dans le film, cette dame qui disait « j'ai tiré la sonnette d'alarme ». Bah ouais. Alors voilà, je me pose... Moi, je suis là en tant qu'humaniste, en tant qu'être humain, et j'ai du mal à entendre tout ça, parce que tout à l'heure, vous parliez des bidonvilles qu'il y avait dans Paris avant, sauf que ces bidonvilles, ils existent toujours. Ils sont en bas de France 2. J'ai vu qu'il y avait une belle tente avec un mec qui fait la grève de la faim, qui est en train de crever dans une tente. Avant, cela, c'était dans les bidonvilles de Paris, parce qu'à Paris, on avait le droit, les classes populaires avaient le droit de vivre à Paris. Aujourd'hui, elles n'ont plus le droit. Elles sont chassées. Et quand on parle de crise aujourd'hui, je me dis que d'un côté, il y en a qui en ont profité, il y en a qui ont gagné encore plus de fric. Parce que c'est... Pensez à qui? Aux banques, à la finance? Je parle de tous ceux qui en profitent, à la finance, les marchands d'armes. Ceux-là, ils s'en profitent bien, parce que les crises aussi, ça fabrique des guerres. Et je me dis que la crise pour les ouvriers sont devenus des chômeurs. C'est une marche en chaque fois qu'on descend. Quand il y a une crise, en général, les riches, il y a une marche qui monte pour eux. Et pour les pauvres, c'est une marche qui descend. J'ai du mal à parler parce que... Et vous voyez, pour les ouvriers, c'est se retrouver au chômage, la première marche. La deuxième marche, c'est ceux qui sont au chômage, c'est se retrouver mal logés. Et la troisième marche, pour ceux qui sont mal logés, après, c'est se retrouver sans abri. Et la dernière marche, c'est à passer de sans-abri à mort de froid. Et ça, moi, je supporte pas. Quand je viens dans votre ville à Paris, quand je vois toutes ces tentes, quand je vois tous ces gens qui crèvent, comment il y a des gens qui peuvent se regarder en face, comment... Que sont devenus ceux qui étaient à vos côtés dans l'usine? Est-ce qu'ils ont eu la chance de retrouver un emploi? Non. Est-ce qu'ils ont retrouvé une place dans le circuit? Non, il y a 940 mecs sur le carreau, sur 1120. Et le pire, ce qui me dégoûte le plus dans tout ça, c'est au niveau des dirigeants, des politiques, qui pendant tous ces conflits ont été voir les ouvriers. On a entendu les Sarkozy, les Fillon, les Châtel et compagnie, à l'époque de Continental, dire que c'était scandaleux, que les raisons économiques de cette boîte étaient inadmissibles. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai une grosse pensée pour mes potes de Molex, pour mes potes de Philips Dreux, pour les Continental, à qui tous ces politiques ont crié au scandale, mais pour qui tous ces politiques, tous les ministres du travail aujourd'hui, ont validé les mesures économiques des licenciements. On dit aujourd'hui, toutes ces boîtes ont eu raison de fermer. C'est ces mêmes politiques aujourd'hui, à l'époque, qui criaient au scandale, qui ont validé tous les motifs économiques de licenciement. Expliquez-nous d'un mot, parce que Clairoy a fermé, usine de pneus,
une usine en Roumanie a été développée, est-ce que ça signifie que l'usine de Clairoy n'était plus compétitive dans ce système pour fabriquer des pneus face à une concurrence des pays de l'Est? Il y a des chiffres qui sont très simples, c'est qu'est-ce que ça veut dire une usine qui est rentable ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne fait pas de bénéfices, qu'elle n'est pas productive? Mais non, puisque quand vous voyez les chiffres de Continental, le coût de revient d'un pneu à Clairoy, c'est 10 €. Ça coûte 10 € à Continental. En Roumanie, c'est 5 €. Vous dites c'est le double, c'est normal. Mais non, puisque le prix de vente moyen d'un pneu, c'est 75 €. Qu'il soit fabriqué en Roumanie ou en France, il est vendu 75 € en France. Ça veut dire que l'usine de Clairoy, elle produisait pour 7 fois et demi ce que ça lui coûtait. Alors qu'en Roumanie, c'est 15. On vient nous dire aujourd'hui que l'usine de Clairoy n'est pas rentable, que les Molex, que les Philips Dreux, que les Total qui font 20 milliards de bénéfices, que leur boîte, elle n'est pas rentable. Non, on est sacrifié sur l'autel du fric. Et quand on nous parle de crise de quoi? On nous parle de crise de quoi? Moi, je vous dis que c'est la crise du capitalisme, pas du capitalisme, puisque les capitalistes s'en sortent bien. C'est la crise du capitalisme. Aujourd'hui, le capitalisme est en berne. Et moi, il n'y a qu'une chose que je me dis, c'est que la crise des capitalistes, j'espère qu'elle arrivera bientôt. Ça voudra dire que demain, il y aura 20 millions d'ouvriers dans la rue, il y en aura des milliards dans le monde entier qui se révolteront pour foutre en l'air et pour foutre dehors tous ces salopards qui nous ont foutus dans la merde. Parce que ça peut plus durer. J'ai fermé les chantiers navals de Normet pour pouvoir sauver la construction navale en France. Ça coûtait plus cher que ça ne rapportait. C'est une décision difficile. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de faire ce qu'on a essayé de faire dans beaucoup d'entreprises, et quand les entreprises gagnent de l'argent, c'est faire un accompagnement social. C'est de faire en sorte que les gens partent. Vous avez obtenu quand même une indemnité qui est beaucoup plus importante que n'importe quel licencié d'une petite PME. Parce que vous êtes battu tout ce que vous voulez. Parce que l'entreprise pouvait le faire. Parce que c'est une entreprise riche. Les entreprises pauvres ne peuvent pas faire ça. Donc j'ai donné à Normet. Ça vous dérange pas de dire que c'est une entreprise riche et qu'elle ferme une entreprise? Vous sortez ça naturellement, que c'est une entreprise riche et qu'elle ferme une boîte. Mais que vous trouveriez normal qu'une entreprise ferme parce qu'elle est en faillite, et vous êtes dans un modèle, monsieur. Et vous trouvez normal, vous dites naturellement qu'une entreprise elle ferme et elle donne du fric, elle peut donner du fric, elle fait ce qu'elle veut. Monsieur Madelin, le gouvernement a distribué 9 milliards à Renault et à Peugeot pendant le temps de la crise. Vous savez ce que c'est 9 milliards? Avec 9 milliards, on aurait pu créer 100 000 emplois pendant 3 ans. C'est plus que d'ouvriers qu'il y a dans ces deux entreprises réunies en France. Arrivé un moment dans la vie, c'est une histoire de choix. Et quand on fait le choix, vous dites qu'il y a un problème. Le problème, vous savez quoi? C'est qu'il y a 10% de la planète qui détient 75% des richesses. Le vrai problème... Vous voyez Mitterrand qui dit qu'il faut arrêter les subventions à la sidérurgie. On a reconverti la sidérurgie. Il ne fallait pas le faire, on est revenu en arrière. Eh bien, il fallait peut-être le faire, mais ça n'est pas forcément... parce que Mitterrand l'a dit que c'est forcément... Ce que je veux dire, Pierre Arditi, c'est que dans ces situations... Un très bon exemple, monsieur. Vous citez Mitterrand, effectivement. Mitterrand est l'homme de gauche que les ouvriers... Attendez, Mitterrand est l'homme de gauche que les ouvriers attendaient depuis 25 ans et c'est l'homme de gauche, c'est le dernier homme de gauche à avoir trahi les ouvriers, à avoir vendu la sidérurgie, à avoir massacré physiquement les gens de la sidérurgie. Excusez-moi, monsieur Mitterrand, vous savez, il est pas un exemple pour vous peut-être, mais pas pour la classe ouvrière. Vous avez la haine contre les patrons en général ou est-ce qu'il faut quand même des patrons pour faire tourner l'économie? Je m'en fous de tout ça. C'est pas le genre de question que j'ai envie de répondre. Les patrons, ça n'existe pas, des patrons de toute façon. Vous en voyez beaucoup des patrons. Nous, chez Continental, pour avoir nos patrons, il a fallu qu'on prenne à 150 nos bagnoles, qu'on monte à 600 Conti à Clairoy, à Sarreguemines pour bloquer l'usine, pour voir nos patrons parce qu'ils étaient au fin fond de l'Allemagne. Nos patrons, c'est pas les guignols qui ont pris les œufs dans la gueule le premier jour de la fermeture de l'usine. Ceux-là, c'est des hommes de paille. C'est des mecs qui prennent leur téléphone et qui appellent l'Allemagne pour savoir où ils en sont. Il n'y a pas de patron. Avant, il y avait peut-être des patrons. Mon père, quand il a travaillé chez Poquelin, ancêtre chez Poquelin, c'était Perrier, ça s'appelait. Il y avait un patron à qui affronter, c'était pas un mur. Aujourd'hui, c'est même pas un mur. Il n'y a plus rien. Les ouvriers se retrouvent à la rue, complète. Il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Ils sont complètement abandonnés. Et après, on s'étonne qu'il y a des choses qui se passent. Et voilà. Après, on demande à des gens s'ils regrettent leurs gestes,
Vous savez, monsieur Pujadas, si un jour vous m'avez posé la question, vous m'avez demandé si je regrettais. Ce jour-là, je vous ai dit que je regrettais pas. Vous m'avez demandé gentiment. Ce jour-là, vous m'avez demandé si je regrettais pas. Je vous ai dit que je regrettais rien. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une chose que je regrette. C'est que si j'avais eu 40 kilos de plastique, cette usine, ces machines, il n'y en a pas une qui serait sortie de là-dedans. Parce que ça fait des mois qu'on les voit sortir, nos machines. Les machines pour lesquelles on a crevé dessus. On nous a piqué notre pognon, qu'on nous a dit que c'était pour investir pour notre avenir. Vous savez, on les a vus sortir une par une. Les camions, on les a vus sortir un par un avec nos machines. Pour aller où? Pour aller en Slovaquie, pour aller au Mexique, pour aller en Roumanie, pour aller en Ukraine. On les a vus sortir une par une. Ça, je regrette. Je regrette une chose. Parce que ces machines, elles nous ont fait crever. Et je veux pas qu'il y en ait d'autres qui crèvent dessus. Mais on les a laissés sortir. On n'a pas eu le courage. On n'a pas eu, je sais pas, mais ça, je regrette. Parce que chacun peut prendre des exemples. J'aurais rêvé de pouvoir faire un film avec mes exemples à moi. Mais sur la finance, votre juste sujet, un mot. c'est la crise. Ça sera le deuxième film. Tout à fait la même notion du partage, monsieur Malma. Excusez-moi. Sur la finance, ce que je voudrais dire simplement en réponse à ce que vient de dire Cohen, c'est que le cœur de la crise, il touche le système bancaire. Et le système bancaire, c'est plus régulé qu'une centrale nucléaire. Hein, il y a 9 gendarmes aux États-Unis, la réglementation n'a cessé d'augmenter, et les budgets n'ont cessé d'augmenter, les effectifs n'ont cessé d'augmenter, 5 milliards de budget, mais la réglementation n'est pas bonne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment, en réalité, c'est pas des méchants, mais comment à un moment donné, c'est le procès de l'erreur humaine. Ce sont des bonnes intentions, et à un moment donné, ce sont des failles de l'esprit humain, les erreurs humaines. Allez, je vous propose d'écouter. Il ne va d'erreur en erreur, mais il progresse. Je vous propose d'écouter. Franchement, il croit ce qu'il dit. Enfin, mais c'est du blabla, mais votre blabla, ça fait 30 ans que vous nous le servez, monsieur Madelin. Ça sert plus à rien. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que vous expliquez que la méchanceté de dire que c'est depuis 70 ans. Ça fait 30 ans que votre blabla, que vous nous servez, vous dites que votre capitalisme, c'est le meilleur du monde. Il y a un tiers de la planète qui crève la dalle. Mais rendez-vous à l'évidence. Arrêtez votre blabla. Ça fait 30 ans qu'on nous le sert, 40 ans qu'on nous le sert le même blabla. Cela dit, Xavier Mathieu, est-ce que les... Vous y croyez pas, monsieur Madelin. Vous vous servez bien, vous êtes dans le système. Vous en profitez bien du système. Vous pouvez ne pas aimer ce monde. Ah mais ça me plaît pas. Vous pouvez ne pas aimer ce monde, malheureusement, il faut vivre avec. C'est pas le monde que j'aime pas, c'est les gens comme vous qui vivent dans ce monde. C'est ces profiteurs comme vous qui essayent de nous faire croire depuis des années que votre méthode c'est la bonne. Moi je suis content de voir que les Tunisiens, que les Algériens se révoltent et j'espère qu'ils vont nous montrer le chemin. J'ai pas cru comprendre qu'ils se révoltaient contre le capitalisme. J'ai cru comprendre qu'ils se révoltaient contre des régimes qui n'étaient pas très démocratiques. Oui, non, ça c'est ce que vous dites. Pour une fois que vous pouvez pas le dire, que ce sont des jeunes qui se révoltent contre la crise, monsieur. Et ça vous embête justement de parler de pouvoir, pour une fois de ne pas parler de ces PIA en parlant de barbus intégristes. Non, vous avez des jeunes qui se battent. C'est vrai, tout ce qu'il dit c'est beau, malheureusement on parle de quoi depuis tout à l'heure? On parle de fric, de bourse, d'action, et l'être humain dans tout ça, il est où? Il est où l'être humain? On parle pas d'amour, on parle pas d'humanité, on parle pas de fraternité, de partage. La solution elle est là, et je crois que monsieur Attali, dans vos thèmes, il y en avait 7. Moi il y en a qu'un qui m'inspire depuis 7 mois, que je n'avais pas au fond de moi-même il y a 7 mois. C'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout. » On en a marre de ça. On n'en peut plus de ça. On n'a plus confiance en vous. On veut plus vous filer notre avenir en main. Nous, le peuple, les salariés de ce monde, les êtres humains qui ont un cœur, qui ont des tripes, ils ont envie de se battre pour leur prochain, ils en ont marre d'entendre des gens et de voir des gens se battre que pour le fric, le fric, le fric. On entend parler que de ça, de milliards, mais je comprends même pas ce que vous dites. Les milliards, je sais même pas ce que ça représente. Je demande 1500 € pour vivre, pour donner à bouffer à ma famille. C'est tout ce que je demande. Je demande pas des milliards. La politique, elle tue pas toujours. Elle tue juste quand elle en a besoin. Si elle peut acheter, elle achète. Mais si elle peut pas acheter, elle tue.
Voilà. La politique peut aussi... Non, je suis d'accord. Elle peut aussi aider, à tenir un pays, à faire des écoles. Enfin, ça a été un débat intéressant quand le disque est sorti. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça, la politique elle tue pas tout le temps, il y a de la bonne politique. C'est ma question en tout cas. Voilà, mais c'est la question de plein de gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Moi, d'une certaine manière, dans ce disque, je parle un peu de la politique professionnelle. J'en connais pas un qui soit pas dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, au niveau des quartiers, au niveau des gens, de l'organisation de quartier, il y a des gens qui essaient de faire de la politique proche des gens et qui servent à quelque chose. Mais au niveau des politiciens qui sont là-haut, moi ça fait, excuse-moi, mais ça fait très longtemps que j'y crois plus. J'ai jamais... Ça serait bien d'avoir des rêves aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça serait bien qu'un jour on arrive et parlons en France, on vote en France. Enfin, toi je sais pas, mais moi oui. Ça serait bien un jour qu'on vote pour quelqu'un pour lequel on a envie de voter et pas pour éviter quelqu'un d'autre. Ça serait bien d'avoir des choix. Malheureusement, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais voté pour quelqu'un en qui je croyais. J'ai toujours voté pour le moins pire. Je trouve ça terriblement négatif et je déteste être négatif. Mais la démocratie française, dans mon cas, parce que je vote en France, elle m'a jamais donné vraiment le choix. J'ai toujours voté pour le moins pire, c'est terriblement négatif et je pense que c'est un symptôme de maladie de la démocratie, c'est dangereux. Espérons que ça puisse arriver un jour. Faut espérer, faut croire à quelque chose, sinon à un moment donné, on arrête. Oui, mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, là, on vote pour qui, là? Pour des gens qui ont vraiment un pouvoir de décision, tu crois? Moi, je crois pas. Aujourd'hui, le droit de vote, c'est pas gratuit, c'est pas pour tout le monde, ça s'achète. Le seul qui ont des droits de vote, c'est les gens qui achètent des actions dans les grandes entreprises, c'est eux qui décident. Et on n'a pas le droit de nous voter pour ces gens-là. Et ça, c'est ce qui est pas normal. Je pense que la grande maladie de la démocratie, c'est ça. Les grands décisionnaires, ils sont plus politiques aujourd'hui, ils sont économiques.
William Wallace? C'est pas lui. Voilà, c'est un géant. Le Tout-Puissant dit, il semble que cette bataille soit de la dernière élégance. Elle a attiré les gens les plus aimables. C'est ainsi qu'on salue? Pour vous être présenté en personne sur ce champ de bataille, je vous remercie. Ceci est notre armée. Si tu veux t'y joindre, rends d'abord hommage. Je jure foi et hommage à l'Écosse. Et si ceci est votre armée, pourquoi tourne-t-elle les talons? On n'est pas venu ici se battre pour les nobles. On n'est pas venu pour ça. Non! C'est le peuple qui sait! Tu as vu combien nous sommes? Les Anglais sont trop nombreux! Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein? Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Un homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre! Non, on n'aurait aucune chance! Contre ces troupes? Non! On préfère fuir! On préfère vivre! Oui, battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Stirling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Alma Roma! Je crois pas qu'on puisse être complètement heureux en voyant la misère autour de nous, quoi. Voilà. Ou alors mis dans un cocon. Un cocon, et puis un métier à tout, quoi. Mais il y a une possibilité, il y a quelque chose à faire. Hein. Moi, ça me gêne un petit peu ceux qui vont dans la... Ça me gêne pas. Mais aujourd'hui, je pense que... Parce que c'était important de le défendre, quoi. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi? Aujourd'hui, aller manifester dans la rue, c'est quoi? Ils te retournent le truc contre toi. Aujourd'hui, c'est comme ça, quoi. Il faut faire des choses, quoi. Te parler de la révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machines, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple aujourd'hui à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions de gens. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. Ouais. Pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement.
les syndicats. Il faut leur donner des idées des fois. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien,